On va se dire clairement que le fait d'avoir du matos de merde, déjà, ça donne pas trop envie quand vous ressentez pas un groupe musculaire. Faut pas vous prendre la tête sur la structure du programme. Il faut plus vous prendre la tête sur le fait que vous allez suivre votre training plutôt que la structure du programme en elle-même. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast, bien cool, de ma chaîne. Le nom n'est pas encore trouvé. Malheureusement, comme je vous l'avais dit dans le dernier podcast, j'essaye d'en changer. J'ai déjà des idées. Je pense que j'ai une idée qui est prête à 90% pour le nom. Et du coup, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis encore seul. Les prochains podcasts, comme je vous l'avais dit, seront peut-être avec des guests. Forcément, vu que je suis à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelqu'un avec moi. Mais j'essaye de trouver un moyen justement pour pouvoir me connecter avec quelqu'un sur le PC et en même temps pouvoir être en direct dans ce merveilleux studio. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais changer un petit peu de thème que je peux aborder. D'habitude, je parle beaucoup de bodybuilding, de prépa, etc. Aujourd'hui, je vais faire un podcast un peu plus éducatif, du coup, qui sera vraiment basé sur la création d'un programme d'entraînement et d'un plan nutritionnel pour une personne qui soit lambda, d'accord. Et ça prendra vraiment en compte le fait que chacun ait des objectifs qui soient différents. Et je vais vous aider à mettre en place, du coup, différentes choses pour pouvoir arriver à vos objectifs, que ce soit des objectifs court terme, donc sur 3 mois, des objectifs un peu plus moyens, long terme, d'accord, sur peut-être 6 à 1 an, voire même plus pour certaines personnes. Ok, on parlera exclusivement de pratiques naturelles, hein. Le but, c'est vraiment d'aider le plus de personnes. Et du coup, on va vraiment skipper la partie bodybuilding pour cette session-là. Ok, donc voilà, je vous embarque avec moi pour ce podcast et vous donner un petit peu le maximum d'informations que je puisse vous proposer. Donc, dans un premier temps, un truc que j'aime toujours faire personnellement lors de la création d'un plan, hein, on va essayer de le dire comme ça, c'est voir les objectifs de la personne. Donc les objectifs, ils peuvent différer. Vous avez certaines personnes tout simplement qui viennent vous voir pour de la perte de poids, d'autres personnes qui veulent exclusivement prendre du muscle. Et là, ça va être important de savoir s'introspecter, de savoir si, imaginons vous êtes une personne qui veut faire une prise de masse, vous avez tout simplement un niveau de gras qui soit suffisamment optimal pour pouvoir commencer cette prise de masse. Je vous explique ça parce que ça arrive assez souvent où j'ai des personnes qui veulent tout simplement effectuer une prise de masse. Je dis assez souvent, c'est on va dire une personne sur 3 peut-être qui me contacte, qui tout simplement veut effectuer un surplus alors que son taux de body fat est quand même assez important. Quand je dis important, on va prendre pour un homme, on entre dans une catégorie de body fat qui commence à être just aux alentours de 18%, qui sera voire même 20% et au-delà. Ok. Et on va prendre le cas d'une femme, on va plus se situer vers du 25% de body fat, voire même 27% de body fat et au-delà. Tout simplement, en gros, c'est tout simplement, ce sont les physiques de personnes qui ont, on va dire, du gras au ventre assez facilement. Et pour les hommes, du moins, donc on ne voit pas du tout les abdos. On a vraiment aussi ce côté-là, poignée d'amour, un petit peu, les cuisses un petit peu plus larges, les hanches un petit peu plus larges. Et pour une femme, tout simplement, on va plus se retrouver vraiment sur des cuisses assez rondes, des fesses qui tombent forcément un petit peu. Donc, on va dire un niveau de graisse d'une personne normale qu'on pourrait retrouver actuellement en France, d'accord. Donc, je parle vraiment de la France parce que si on parle de masse grasse dans d'autres pays, ça peut différer. On va dire une personne lambda qui ne fait pas trop de sport, ou du moins qui en fait un petit peu, mais qui n'a pas forcément du coup mis en place quelque chose en termes d'alimentation pour pouvoir avoir un physique qui soit, on va dire, à la hauteur de son investissement. Si la personne s'entraîne depuis un petit moment en salle de sport, et du coup, pour une personne qui ne s'entraîne pas, du coup, ça se voit. En fait, c'est un peu ça. On arrive sur ce truc où on dirait que vous vous entraînez pas forcément. Ça peut look vraiment différemment en fonction de votre masse musculaire, hein, voilà. Il faut se rendre compte que si vous faites 120 kg et que vous avez un pourcentage de BF qui est à 20%, forcément, vous êtes quand même bien musclé et ça se reverra beaucoup moins les 20% que si vous faites 80 kg et que vous êtes à 20%. En tant qu'homme, attention. Et encore une fois, la taille joue aussi. Donc là, je vais vraiment prendre un truc basique
pour une personne lambda. C'est un petit café. Hop là. Donc déjà, il faut vraiment mettre en place cet objectif-là. Savoir s'introspecter, regarder son physique, ses photos, pas que sous bonne lumière, attention, parce que forcément, quand on est sous bonne lumière, on a toujours l'impression d'être beaucoup mieux. Et voir un petit peu, du coup, ce qu'on peut mettre en place. Dans un premier temps, moi, quelque chose que j'aime toujours mettre en place, c'est un déficit assez rapidement avec mes clients, déjà parce que ça permet quoi? Ça permet de savoir si vous êtes capable de suivre un plan. Vous avez des résultats qui sont rapides, et au-delà de ça, c'est que c'est une phase qui n'est pas hyper longue, où vous n'avez pas besoin justement d'attendre potentiellement 1 an, voire 2, pour vraiment voir les résultats. Encore une fois, je parle naturellement. Donc c'est forcément quelque chose qui sera à prendre en compte en fonction de votre profil, mais aussi en fonction justement de vos envies. Donc voilà, c'est toujours plus satisfaisant de voir des résultats assez rapidement que de voir des résultats qui mettent longtemps à arriver. Ok, là je parle exclusivement pour un démarrage. Donc, en termes de structure, comment vous pouvez exactement organiser ça? Donc, en termes de programme d'entraînement, on va commencer par le plus facile, en tout cas si vous êtes dans une structure où voilà, vous souhaitez effectuer un déficit, vous souhaitez du coup perdre du poids. Ce qui va être important, c'est d'essayer du coup de privilégier déjà votre nombre de séances par rapport à ce que vous pouvez faire. Ok, donc ça c'est le point principal. C'est quoi? C'est on prend toujours en macro. Macro, je ne parle pas de la diète. Je parle vraiment, on prend du coup du recul par rapport à votre situation. Ok, je parle encore pas de bodybuilding parce que là on parle de performance et d'optimisation. Alors que là, on parle vraiment d'adhésion. Ok, donc c'est deux trucs qui peuvent aller ensemble, mais on va dire qu'il y en a un, des fois, on laissera un peu plus l'adhésion de côté, si on parle de bodybuilding, alors que pour ce qui est du coup du lifestyle vraiment, de la création de votre plan, on va dire que ce sera beaucoup plus à prendre avec du recul et on mettra un peu plus ce côté performance de côté, même si on pourra le rajouter après. Le but, c'est vraiment déjà que vous créiez votre plan, que vous puissiez le tenir, parce que c'est vraiment ça, le principal. D'accord, c'est pouvoir tenir son plan sur le plus long terme. Quand on dit de tenir son plan, c'est-à-dire que si vous commencez à le suivre, et puis ensuite, j'en sais rien moi, il y a des repas qui sautent, ou il y a des repas en plus, ou vous sautez les séances, ou vous sautez du cardio, ça veut dire que vous n'adhérez pas à votre plan, et à ce moment-là, le plan n'est pas adapté pour vous. Ok, vous comprenez un petit peu le principe de plan personnalisé, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'il s'adapte à vos critères, qui soient du coup en fonction de vos horaires de travail, de vos créneaux, de votre temps pour pouvoir faire à manger, etc. Ok, donc ça c'est le plus important, c'est prendre du recul par rapport à votre situation. Ok, combien de training je peux faire dans la semaine? Et pour faire cette introspection-là et prendre ce recul-là, il faut vraiment foutre son ego de côté, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, ont tendance à sous-estimer le temps que ça va leur prendre. C'est-à-dire que les gens vont se dire, ouais, moi je peux faire 6 trainings par semaine. Et au final, après 2 semaines, voire même 1 semaine directement, la personne va réussir à en faire que 4. Et c'est là où justement, il faut vraiment foutre son ego de côté pour essayer de se dire, ok, là, je mets mon ego de côté, je sais que je peux faire réellement 4 trainings, et là au moins vous aurez votre plan, vous saurez que vous pouvez le suivre, et ce sera beaucoup plus facile, même en termes de, on va dire, de confiance en soi, de savoir que vous réussissez quelque chose, que vous arrivez à le tenir. C'est quand même beaucoup plus impactant que de savoir que vous avez 6 trainings et que vous n'arrivez pas à les suivre, et du coup, forcément, ça va jouer sur votre mental, ça va jouer sur votre morale, ça va jouer sur le fait que vous puissiez continuer à suivre le plan, et au final, si vous avez fait que 4 trainings, vous auriez suivi votre plan, ça aurait été beaucoup plus facile, et vous n'auriez pas laissé tomber. Okay, la plupart des gens laissent tomber. Pourquoi? Parce qu'ils se fixent des objectifs qui sont trop gros dès le début, et malheureusement, objectif trop gros avec trop d'ego, vous n'y arrivez pas. C'est comme ça, et c'est pareil pour la diète. Donc, on reprend au niveau des trainings, donc nombre de trainings, combien de temps vous pouvez passer à chaque training, et ça c'est très important. Donc il faut prendre en compte le nombre de séries, il faut prendre en compte le temps de repos, d'accord? Et ça, si vous n'êtes pas forcément expert là-dedans, c'est normal qu'au début ce soit un peu une galère. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est
de partir sur un volume qui est minimal, d'accord? Dans un premier temps, quand je dis minimal, c'est peut-être 2-3 séries au lieu d'en faire 4, rajouter des drop sets, rajouter des drop sets, rajouter des techniques d'intensification qui vous rajoutent du volume certes et qui densifient la séance, mais qui vous rajoutent un petit peu de temps aussi. Donc, potentiellement aussi faire des séries un petit peu plus longues pour avoir moins de temps de récupération et éviter justement les séries peut-être avec du 6-8 qui demandent aussi par la même occasion forcément beaucoup de concentration, de connexion inter- et intramusculaire pour pouvoir réussir le mouvement, d'accord? Donc ça demande une connexion nerveuse qui est quand même assez importante. Donc moi ce que je vous conseille c'est voilà, temps de séance, d'accord? Concentrez-vous du coup peut-être sur des séries qui soient un tout petit peu plus longues. Quand je dis un petit peu plus longues, 10-12 répétitions, c'est très bien, pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Et à partir de ce moment-là aussi, du coup, le temps de récupération, à partir de ce moment-là, déjà, vous avez votre training, en tout cas, le macro que vous voulez. Ensuite, bon, on va rentrer un petit peu. Donc là, on a vraiment l'aspect, combien de training dans la semaine, on se focus un petit peu, ok, combien de temps peuvent durer mes trainings, ok, c'est good. Par rapport au physique que j'ai, par rapport à ce que je veux aussi, parce qu'indirectement, il y en a, ils veulent des physiques qui soient différents de ce qu'on peut voir en bodybuilding. Il y a des filles qui, par exemple, veulent juste des grosses fesses, et il y en a d'autres qui veulent juste des grosses cuisses. Alors qu'il y a des hommes, par exemple, ils ne veulent pas forcément travailler les jambes, ce qui est une erreur. Travaillez vos cuisses, s'il vous plaît. Eh bien, tout simplement, les objectifs vont différer en termes de training. Petit pot de café. String. Hop là, out. À partir de ce moment-là, vous organisez votre plan. En fonction des machines que vous avez dans votre salle, forcément, on n'a pas tous accès à du bon matériel. Et ça, c'est un des points qui est un petit peu chiant en France, c'est que vous vous retrouvez souvent avec du matos de merde. Et du coup, indirectement, vous ne vous forcez pas à essayer d'améliorer votre mouvement et vous essayez juste de suivre le mouvement de la machine. Et ça, c'est vraiment un truc qui est insupportable. C'est-à-dire qu'avec une bonne machine, vous n'avez même pas besoin d'adapter votre position, votre mouvement par rapport à la machine. Donc, vous avez juste à effectuer le mouvement, tout simple, un tirage, vous tirez, ça passe direct dans le grand dorsal, c'est good. Alors que vous allez par exemple sur un tirage Matrix dans un Basic Fit, il va falloir que vous bougez votre position initiale, que vous changez dans certaines positions pour pouvoir avoir justement ce recrutement dans le grand dorsal. Donc c'est le truc principalement, d'ailleurs, je dérive un petit peu, mais une des raisons, je pense, pourquoi est-ce que beaucoup de Français en salle de sport ne progressent pas et ont un physique, on va dire, voilà, on va dire qu'on ne dirait pas qu'ils font tant de sport que ça, alors que ça fait peut-être des années qu'ils vont à la salle. Dans un premier temps, je pense que c'est vraiment dû aux machines de merde et au manque d'expérience du coup forcément, parce que si vous faites des exercices libres ou des machines où il faut vous déporter, etc. pour pouvoir avoir un bon mouvement, eh bien tout simplement, c'est à cause de ces machines de merde. Donc les gens ne progressent pas énormément à cause de ça. Bon, il y a aussi le fait que les gens ne s'entraînent pas dur, mais ça c'est un point qui est très important. Mais on va se dire clairement que le fait d'avoir du matos de merde, déjà, ça donne pas trop envie quand vous ressentez pas un groupe musculaire. Voilà, je parle pour toutes les personnes. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui prend du plaisir sur un training où il ne ressent pas son groupe musculaire. Bon, pour qui c'est le cas, je vous attends en DM. N'hésitez pas à me raconter des cracks. Donc forcément, quand vous avez des matos de merde, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais du moins, essayez de structurer votre programme avec le matos que vous avez, avec les bonnes machines, même si vous ne savez pas réellement lesquelles sont bonnes. Essayez de structurer votre programme comme cela. Ensuite, pour ne pas vous embêter, moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de regarder les muscles, tout simplement, qui chez vous paraissent plus faibles que d'autres. Forcément, on en revient au point à ce que je disais, c'est que si vous êtes trop gras, vous aurez un petit peu du mal à faire ça. C'est pour ça que dans votre premier programme, il ne faut pas vous prendre la tête sur la structure du programme. Il faut plus vous prendre la tête sur le fait que vous allez suivre votre training plutôt que la structure du programme en elle-même. Vous pouvez effectuer très bien un push-pull leg comme effectuer un split. D'accord, un bro split. Ce sera hyper dépendant du coup du nombre de trainings que vous pouvez faire. Mais un truc tout bête, vous pouvez faire que 4 trainings dans la semaine. Vous êtes un homme. À ce moment-là, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à avoir 2 groupes musculaires dans la semaine. Vous effectuez le lundi une séance pec avec peut-être un petit peu de triceps à la fin.
Le mardi, vous effectuez une séance dos avec un petit peu de biceps à la fin. Vous effectuez une séance épaules et vous effectuez une séance jambes. 4 trainings, c'est suffisant. Vous prenez du repos quand vous voulez. L'un des trainings n'empiète pas sur l'autre forcément. Donc, même si je conseille toujours d'avoir un repos avant les legs. Et tout simplement, ce qui est bien, c'est que ça ne vous embêtera pas. Ça n'empiétera pas du moins sur tout simplement votre récupération. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Le training, au début, si vous êtes un petit peu trop gras, vous n'avez pas forcément de points faibles ou de points forts qui sont apparents, d'accord, qui sont visibles, du moins pour la plupart des gens, d'accord, vous manquez de masse musculaire. Donc, c'est normal de ne pas forcément voir ces points faibles. Vous allez souvent avoir des gens qui vont vous dire « Ouais, moi, je manque de haut de pec. Ouais, moi, je manque d'arrière d'épaule. Ouais, moi, je manque de… Bon, il n'y a personne qui va dire de mollets, forcément, parce que les gens s'en foutent. Mais, mais du coup, très souvent, vous prenez la tête pour rien, alors qu'en fait, vous devez juste vous entraîner, répéter. Et à partir du moment où vous avez répété, que vous voyez qu'il y a certains groupes musculaires qui répondent plus que d'autres, que vous arrivez mieux à les contracter, mieux à les étirer, que vous récupérez bien de ces groupes musculaires-là, alors qu'il y a d'autres groupes musculaires, vous ne récupérez pas bien, puis vous n'arrivez pas à les développer, vous ne les sentez pas, à ce moment-là, vous pourrez modifier votre programme et potentiellement, du coup, l'adapter plus vers ce qu'il faut. Ok. Donc voilà, la première structure du programme, elle doit être comme ça. Ensuite, la première structure de la diète, donc on parle là-dessus, elle va être vraiment différente de ce qu'on peut voir. Comme je vous ai dit, ça va être dépendant de ce que vous voulez faire. Si vraiment vous êtes quelqu'un de très sec, à ce moment-là, du coup, la prog sera déjà plus facile à faire. Si vous êtes quelqu'un, du coup, de très gras, ou on va dire, comme j'ai dit, en body fat qui est supérieur à partir de ce qu'on veut, et je vais revenir d'ailleurs rapidement sur ce body fat supérieur à ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on veut un body fat plus bas? Pour voir justement les déficiences du physique. Mais au-delà de ça, le corps sera beaucoup plus répondant déjà à un apport en calories important quand il sera plus sec. Ok? Forcément, il faut le voir un petit peu. Moi, un truc que j'aime bien donner comme conseil, c'est, enfin, comme visualisation pour que vous essayiez de comprendre, c'est que le gras, c'est un peu comme une jauge. C'est-à-dire que vous avez entre 3% et, allez, on va dire certaines personnes qui peuvent atteindre des extrêmes, mais on va dire globalement, la plupart de la population peut aller entre 3% et 35-40%. Et il faut se dire que si vous êtes imaginons une personne qui est à 2000 calories, qui est en surplus du coup de 500 calories, elle va peut-être prendre du style du 200-300 grammes par semaine. D'accord? Ces 200-300 grammes, que vous soyez à 8% de body fat au début, ou que vous soyez à 20% de body fat au début, le surplus restera le même. Vous avez toujours 500 calories. Il n'y a pas d'adaptation de métabolisme. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? La seule adaptation que vous aurez de métabolisme, c'est quoi? C'est que vous serez potentiellement juste trop bas en calories pour bouger. Et du coup, pour vous dépenser. Donc, c'est les seuls trucs très souvent qui se passent, c'est que pourquoi est-ce que les personnes qui sont à moins de calories, on a l'impression que leur métabolisme est au ralenti, c'est juste que ces personnes-là se bougent moins le cul. Mais c'est indirectement, c'est comme ça, c'est le corps fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le corps est feignant quand il mange moins. Et c'est normal, il a besoin de ces réserves-là pour justement les organes principaux. Donc, si vous êtes j'en sais rien, moi, on va prendre un petit peu l'aspect compétition. Si vous êtes à 6-7% de body fat, proche d'une compétition, vous aurez toujours plus de mal à être en déficit, alors que pour autant, vous êtes, j'en sais rien moi, à 1000 calories en dessous de votre maintenance calorique, donc 1000 calories de déficit, vous perdrez beaucoup moins, vous aurez plus de mal à perdre que si vous êtes plus haut en termes de body fat, mais vous avez toujours le même déficit parce que du coup, le corps aura un petit peu plus d'énergie et forcément, vous aurez plus de facilité à vous dépenser. On va dire que la différence, elle est vraiment là, c'est que vous n'avez pas d'adaptation réellement métabolique. Par contre, vous avez votre corps juste qui a du mal, tout simplement, à venir dépenser parce qu'il est feignant. Parce qu'il est feignant, et quand je dis qu'il est feignant, c'est juste que quand vous vous entraînerez moins dur. Quand vous marcherez avec moins d'intensité. Quand vous ferez votre cardio, vous ferez du cardio avec moins d'intensité. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de donner des BPM lorsque vous faites du cardio parce que ça vous permet de garder une intensité. Think about it. Donc voilà.
C'est ça qui est le plus important. Donc il n'y a pas d'adaptation métabolique, comme je l'ai dit, mais on va reprendre sur le principe de la jauge. Il faut se dire qu'il y a un mec qui il est là en termes de body fat et il y en a un, il est là. Si vous êtes en surplus de 500 calories, tous les deux chaque semaine, ça va faire ça. Ok, j'essaye de le montrer. Sauf que forcément, sur une personne qui est à 8% de body fat et une qui est à 20%, si vous prenez chacun 300 grammes par semaine, en fait, ça montera. Sauf qu'à la fin, il y en a un, il est peut-être à 80 kg, l'autre, il est à 60 kg. À la fin, chacun aura pris 5 kg au bout de X semaines. Donc, on va dire, vu 303, allez, on va dire 500 grammes, il prend 500 grammes par semaine. 5 kg, ça nous fait 10 semaines. À la fin, en fait, celui qui était à 20% de body fat, il sera beaucoup plus dégueulasse. Forcément, les pourcentages de gras se verront beaucoup plus que sur une personne. Du coup, bon, j'exagère un petit peu peut-être, mais on va dire que vous aurez beaucoup plus de marge avec quelqu'un qui est beaucoup plus bas en termes de body fat pour pouvoir justement pousser la diète beaucoup plus longtemps. D'accord? Parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est vous êtes plus fort plus longtemps. Forcément, on ne devient pas fort en très peu de semaines. Et vous aurez beaucoup plus de marge qu'une personne du coup qui est à 20% de body fat. Donc, c'est pour ça qu'on essaye toujours de commencer un surplus en ayant un body fat qui soit acceptable, d'accord? Qui soit acceptable ou même assez bas. Tout en restant quand même en santé, d'accord, en essayant de maximiser par exemple justement votre sensibilité à l'insuline, qui est un des gros facteurs d'ailleurs de la prise de gras et de la prise de muscle aussi. Ça va se passer justement via une bonne régulation de celle-ci, via justement une alimentation qui est bien variée. Donc voilà. Et moi, ce que je vous dirais juste, c'est il faut commencer votre prise de masse en étant le plus sec possible sans que ça vienne justement impacter trop quand même votre vie à côté. D'accord? On parle vraiment, encore une fois, pas de bodybuilding parce que là, on n'est pas du tout sur les mêmes pourcentages de masse grasse. Mais du moins, c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc voilà. Ensuite, structure d'un plan. Donc le nombre de repas que vous pouvez faire dans la journée, ça c'est très important. Ok, donc prenez vraiment ça en compte. Donc, principalement, c'est rare quand je mets moins de 3 repas, moins de 4 repas dans la journée, tout simplement parce que j'aime avoir un pré, un post, un repas du matin, un repas du soir. Voilà. C'est cadeau. Donc, c'est vraiment un truc que j'aime avoir à minima comme structure, toujours 4 repas. Donc, je compte repas et collation, moi, dans le même truc. Ok? Donc, on va dire 3 repas solides et peut-être un repas liquide. Donc, ça va être important d'avoir à minima ces 3 repas-là. Il y a certaines personnes qui aiment faire un jeûne intermittent, ce que je peux complètement concevoir. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec certains clients, notamment ma cliente Maria, qui est du coup athlète et qui est montée sur scène l'année dernière sur un show NPC Natural, qui a fait toute sa prépa en diète, du coup, comment on appelle ça? En jeûne intermittent, d'accord? Elle ne mangeait pas avant 14 heures. Voilà. Bon, ça allait aussi avec son rythme de vie actuel, sachant que elle, de base, elle est espagnole et du coup, elle a toujours fonctionné presque comme ça, en mangeant très très tard. Donc en fait, elle avait 4 repas, si je ne dis pas de bêtises, sur la fin de journée, ce qui lui convenait très très bien. Et au final, elle n'a pas perdu tant de muscles que ça. Elle en a perdu un petit peu, mais forcément, lorsque vous êtes naturel et que vous faites une prépa qui est assez longue, vous devez perdre. Vous allez perdre un petit peu de muscles, c'est obligatoire. Néanmoins, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est basez-vous toujours sur 4 repas à minima et ensuite, après, ce sera adapté. Donc, il y a certaines personnes en prise de masse, par exemple, qui peuvent manger 5, 6, voire même 7 repas. Moi, actuellement, je suis à 7 repas pour vous dire. Et ça sera hyper dépendant de tout le monde, de votre capacité de digestion, etc. Il y a des gens qui encaissent beaucoup mieux des gros repas moins fréquemment et d'autres qui encaissent beaucoup mieux des petits repas plus fréquents. C'est en fonction de votre emploi du temps aussi. On n'a pas tous des pauses de 2-3 fois dans la journée. Donc voilà. J'ai certains clients qui ont vraiment du mal, par exemple, à aller manger leur collation et qui ont besoin du coup d'une collation très rapide à manger. On arrive ensuite du coup sur un truc un peu plus spécifique, sur un truc un peu plus précis. Là, on part sur les repas. Où justement, vu qu'ils ont du mal à manger, mais qu'ils n'ont que 15 minutes, ils font un repas très rapide à manger. Donc forcément, un riz poulet, lorsque vous avez d'assez grosses quantités, peut-être que ce serait mieux de le switch sur potentiellement une crème de riz
et de la whey. Ou peut-être même un shaker whey flocon d'avoine qui, hop, ça s'avale et puis ça passe tout seul. Donc là, on est vraiment rentré un peu plus dans le spécifique. Donc après que vous avez votre nombre de repas, voilà, comme j'ai dit, on part sur les repas. Et là, ce sera un peu plus en fonction justement de ce que vous aimez en termes d'alimentation. Comme j'ai dit, ce qui prime actuellement, c'est vraiment l'adhésion. Je ne suis pas forcément trop pour la diète flexible en période de sèche, tout simplement parce que je pars du principe que même si le plaisir gustatif est important, il est moins important que justement le fait d'avoir des résultats sur un déficit. Vous pouvez avoir potentiellement certains aliments plaisir, je ne dis pas que ça ne doit pas être le cas, mais je dis juste que si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans un déficit pendant 8 semaines potentiellement avec des aliments qui soient sains et stricts, alors peut-être il va falloir revoir votre objectif. Peut-être qu'il va falloir le revoir et se dire, OK, moi, ce que je veux, c'est reprendre une alimentation qui me convient. À ce moment-là, vous avez peut-être des troubles avec l'alimentation. À ce moment-là, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut, ou c'est peut-être ce qu'il vous faut. D'ailleurs, un moyen de traiter les TCA, c'est des fois d'avoir quelque chose de très strict. Je ne dis pas ça avec tout le monde, d'accord? Il faut vraiment le prendre dans le contexte de la personne. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus de rigueur que d'autres. Et moi, je pars du principe, après c'est ma manière de voir les choses, que lors d'un déficit, si vous n'êtes pas capable de vous mettre dedans et de tenir ce déficit avec une diète stricte pendant 8 semaines, alors peut-être qu'il faut revoir justement votre niveau d'exigence par rapport à ce que vous voulez comme résultat. Et au-delà de ça, il faut peut-être vous dire que si vous n'êtes pas capable de ça, c'est qu'il y a un souci. C'est que ça veut dire qu'il y a un profond problème. Voilà, c'est quelque chose. Au-delà de ça, un truc que j'ai pu remarquer, c'est que les gens qui arrivent à tenir ça, d'accord, si on leur demande pas de free meal pendant 8 semaines, que tu suives ton plan pendant 8 semaines, j'ai remarqué tout simplement que ces gens-là gagnaient énormément confiance en eux. Déjà parce qu'elles ont réussi à faire quelque chose que, allez, 99% allez, j'exagère peut-être, 95% de la population ne fait pas et n'arriverait peut-être pas à tenir tout seul. Donc déjà, rien que ça, c'est hyper gratifiant. Et au-delà de ça, quand on voit le résultat après avoir fait quelque chose de dur, c'est toujours plus satisfaisant et gratifiant que quelque chose tout simplement qui est éphémère. Là, je vais rentrer dans un autre débat, mais actuellement, on est dans un monde où tout est facile d'accès. Et du coup, on a une surstimulation justement de nos glandes adrénergiques, je crois que ça s'appelle. Donc avec tout simplement la réponse adrénaline, noradrénaline, avec dopamine, etc. Tout simplement qui est surstimulée, qui est, on va dire, facilement stimulable. On va plus dire ça. Donc en fait, vous avez facilement des shots de dopamine parce que tout ça est trop facile. Tout ça est trop facile. Vous voulez manger, vous commandez sur Uber, vous voulez du cul, vous allez sur voir des pornos. Donc tout est trop facile actuellement et du coup, on est devenu clairement un peuple de fainéants. Et ça, vous le voyez bien, hein, avec justement la décadence qu'il peut y avoir au niveau de la bouffe, avec des personnes qui sont de plus en plus obèses, des gens qui ont moins envie de bosser. Enfin, en fait, on est vraiment là-dedans et je trouve ça dommage, justement. Et c'est pour ça que dans mon suivi, j'essaye d'incorporer ça, parce que indirectement, le fait de mettre ça en place, les gens seront fiers d'avoir fait ça pendant 8 à 12 semaines. Ils seront fiers d'avoir tenu, même si c'était pas facile. Et vous chopez une confiance en vous avec ça qui est bien plus importante et beaucoup plus de plaisir d'ailleurs que si vous aviez justement un plaisir qui est éphémère via justement quelque chose de trop facile. Et malheureusement, il y a très peu de gens du coup qui sont capables actuellement de faire ça parce que tout simplement, tout ce qui est dur, tout ce qui est compliqué, on a tendance à le foutre de côté pour les trucs qui sont plus faciles. Et ce que je peux concevoir, hein, voilà, on est bercé là-dedans à cause des réseaux sociaux, des réels Instagram. Vous vous rendez compte, vous avez accès à tout trop facilement. Et moi-même, hein, je parle aussi de mon cas, hein, forcément. Hein. Moi, actuellement, si je veux me faire livrer de la bouffe, c'est trop facile ici. Donc voilà. C'est pour ça que, du coup, je les mets directement là-dedans. Comme ça aussi, moi, je vois la mentalité qu'ils ont à l'approche de cette diète-là, à l'approche justement de ce déficit-là. Ok, à quel point la personne va se mettre dedans, à quel point il va falloir que je la reprenne pour pouvoir justement réussir.
Et très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en étant plus exigeant avec mes clients, plus dur avec eux, dès le début, je les, comment ça s'appelle? Purée, j'ai perdu le mot. Je les, je les mets dans une situation à faire en sorte que je les prédispose à effectuer une prise de masse qui soit plus clean. Ok? Donc en gros, c'est vraiment ce que je fais, c'est que avec cette cut, je les mets dans une situation où les choses sont difficiles et au final, en fait, je les conditionne, c'est ça, à réussir. Je les conditionne à réussir. Ça, c'est. Bon, allez, il y a un travail mental aussi à effectuer, d'accord? On dit souvent que le coach n'est pas psy. Je suis pour et contre, dans le principe où je veux bien être psy avec les personnes qui en veulent et avec les personnes qui sont prêtes à foutre leur ego de côté et à écouter. Malheureusement, il y a très peu de personnes comme ça parce que actuellement, les gens pensent tout savoir et pensent tout savoir mieux que tout le monde. Et même quand il s'agit du coup de quelque chose qui n'est pas leur travail. Donc, je les conditionne tout simplement pour qu'ils réussissent. Et c'est pas pour rien qu'actuellement, j'ai quand même pas mal de résultats. On va dire, je crois que je n'ai pas un client qui n'a pas réussi à effectuer son déficit à l'heure actuelle. J'ai eu des cas un petit peu plus compliqués qui demandaient justement, allez, ça va peut-être être 1% de ma clientèle qui a eu des cas réellement problématiques en termes de endocriniens, ok, avec justement des problèmes un petit peu plus poussés liés à la thyroïde, liés justement à des SOPK, etc. Mais très souvent, même si elles ont eu ces problèmes-là, très souvent c'est des femmes d'ailleurs, même c'est exclusivement des femmes, et bien tout simplement, on a quand même réussi à avoir des résultats. Donc, même les personnes problématiques, quand je dis problématiques, c'est avec une santé qui était plus compliquée, ont réussi à avoir des résultats. Et ça c'est ce qui me fait comprendre que le problème de base, il vient surtout du client, d'accord, qui n'arrive pas justement à se mettre dedans s'il est tout seul. Et peut-être c'est des coachs qui n'ont pas de résultats. Ça, c'est un truc que je peux rajouter. Les coachs qui n'ont pas de résultats avec leurs clients, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez exigeant avec eux. Et voilà, s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que plus vous êtes exigeant avec vos clients, déjà, il faut être aussi exigeant avec soi-même, d'accord? Parce qu'il y a des coachs qui sont exigeants avec leurs clients, mais qui se touchent les couilles dans leur travail. Donc, soyez exigeant avec vos clients, soyez exigeant avec vous-même, soyez bienveillant, d'accord? Soyez bienveillant, mais là, du coup, là, on parle vraiment dans la partie coaching, parce que voilà, être bienveillant avec soi-même, ça ne veut rien dire. Mais soyez exigeant. Et du coup, si vous faites ça tout seul, soyez exigeant avec vous-même aussi. Peut-être vous mettre une rigueur en place avec justement un suivi. Donc, vous prenez des photos toutes les semaines. Ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, j'ai fait de la merde. Ok, bon, je rectifie le tir. Ça ne sera plus le cas. Voilà. Si vous avez, par exemple, un sommeil pourri, ok, vous savez que vous devez bosser là-dessus. Si, par exemple, vous avez tendance à craquer sur la diète, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous craquez sur votre plan, alors, si vous avez un plan déficit et à chaque fois que vous craquez sur votre plan, c'est comme si vous foutiez de votre gueule à chaque fois. Parce qu'indirectement, c'est vous que vous ne respectez pas en faisant ça. Je vais dire un truc qui va vraiment faire chier, je pense, plein de personnes, et surtout certains athlètes, parce que faut savoir qu'il y a énormément d'athlètes qui ne suivent pas leur plan, hein, qui par moment craquent sur leur diète. Chose que je ne comprendrai jamais d'ailleurs. Soit, si vous craquez sur votre plan, c'est vous-même que vous ne respectez pas. C'est vous-même que vous ne respectez pas parce que c'est comme si vous étiez fait une promesse et que vous mentiez à vous-même. Vous voyez un petit peu le truc? Donc pour moi, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et pour certaines personnes, je pense qu'elles n'ont l'estime d'elles-mêmes ne doit pas être faux folle en faisant ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, un petit peu, je dérive un petit peu. Ah. Donc, soyez exigeant avec vous-même dans votre plan. Soyez réaliste avec ce que vous êtes capable ou non de faire. Au niveau de la diète, ok, il y a certaines personnes qui sont capables d'encaisser un gros déficit, d'autres qui ne sont pas capables d'encaisser un gros déficit, mais par contre qui peuvent le faire sur du plus long terme. Si vous n'arrivez pas à le faire en 8 semaines, c'est pas grave, poussez, vous en foutez. L'objectif, c'est pas un objectif de poids de corps ou un objectif de semaine. L'objectif, c'est quoi? C'est un objectif physique. Tant que vous n'avez pas atteint cet objectif physique-là, vous continuez. Après, il y a différentes stratégies que vous pouvez mettre en place.
Moi, personnellement, je sais le physique que je veux pour mes clients avant de commencer une prise de masse. À ce moment-là, je vais me donner un nombre de semaines pour le faire. Si ce nombre de semaines, je dois le repousser, très souvent, ça peut être dû justement à cause de la vie du client, plus qu'à cause de moi qui n'ai pas mis en place un déficit assez poussé. Mais par exemple, une personne qui travaille de nuit, qui, indirectement, elle ne peut pas manger pendant 8 heures, puis ensuite elle peut manger un repas, puis ensuite elle ne peut pas remanger. Voilà. En fait, tous ceux qui ont un emploi du temps un peu compliqué, du coup, qui est un emploi du temps qui est exigeant indirectement, et bien tout simplement, vraiment, ce sera plus compliqué le déficit. Donc ça, j'en ai conscience. À ce moment-là, c'est pas grave. Je sais l'exigence que j'ai envers mon client. Je sais que la personne se donne à fond. C'est là, encore une fois, je vous dis d'être réaliste avec ce que vous pouvez faire dans votre plan. Si une personne ne peut faire que 15 minutes de cardio par jour, pas de problème. Je lui mets que 15 minutes. Mais il faut que les 15 minutes soient faites. Et c'est pas, ouais, mais là, tu comprends, j'étais fatigué. En fait, là, j'avais ma maman qui venait. Du coup, vu qu'elle venait, du coup, je pouvais... Non, clairement, là, vous voyez, vous mentez à vous-même, vous donnez des excuses qui sont pour vous valables, mais qui en soi ne justifient pas le fait que vous ne suivez pas votre plan. À ce moment-là, il faut revoir vos exigences à la baisse et peut-être vous dire, OK, bon là, clairement, en fait, je ne suis pas capable de le faire. Donc, je sais que en fait, je peux faire du cardio que peut-être 2 fois dans la semaine. Très bien. Mais alors, à ce moment-là, il faut revoir vos objectifs à la baisse aussi. Peut-être qu'en fait, je ne pourrais pas perdre ces 10 kilos en 10 semaines, tu vois. Ça pas mal à perdre, mais je pourrais peut-être pas perdre ces 10 kilos en 10 semaines, vu en fait, les exigences de ma vie à côté. Et puis en fait, parce que je suis feignant. Ça, je rajoute, allez, petit truc en plus. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Juste, en fait, il faut foutre son ego de côté. C'est ce que je vous redis depuis le début. C'est mettez votre ego de côté lorsque vous faites votre plan. Parce qu'en fait, tout simplement, vous pensez des fois être meilleur que ce que vous ne l'êtes, du moins à l'instant T. À l'instant T. Et ça, il y a beaucoup de gens qui, du coup, pensent que s'ils n'y arrivent pas à faire comme une... Tout simplement, c'est simple. Hein. J'ai des clients qui commencent tout juste. Ils n'arriveront pas au même niveau comment ça s'appelle, d'implication que certains athlètes que j'ai directement. Et ça, c'est normal. Mais peut-être que d'ici 6 mois, ils y arriveront. Et ça, c'est hyper important de se le dire. C'est que, en fait, il vaut mieux partir d'un point un peu plus bas et quitte à être de plus en plus dur avec soi-même, plutôt que ce soit l'inverse, en fait. Plutôt que vous soyez trop dur avec vous-même, au final, vous n'y arrivez pas, et au final, vous lâchez tout. Il vaut mieux ce point-là. Moi, personnellement, je préfère. Voilà, bon, après, on parle vraiment pas de la partie athlète, où là, pour moi, justement, les gens doivent être exigeants avec eux-mêmes. Et être conscients de ce qu'il faut, justement, mettre en place pour pouvoir arriver à ce qu'ils veulent. Sinon, à ce moment-là, vous ne faites pas de body, vous ne faites pas de compète. Donc, on en revient à ce que je disais. Exigeant avec vous-même, mettez-vous des objectifs réalistes, d'accord, ce qui soit réellement tenable. Si votre physique, vous n'arrivez pas à l'avoir en semaine, c'est pas grave, vous continuez. Potentiellement, il y a certaines techniques que vous pouvez mettre en place que personnellement j'utilise, que j'aime beaucoup même utiliser. Lors d'un déficit très... Moi personnellement, j'aime pas faire des déficits très très longs. Donc, c'est-à-dire que j'aime pas diminuer tout doucement les calories. Allez, on descend de 200 calories. Allez, on regarde, on attend 2 semaines. Ok, on a perdu 500 grammes en 2 semaines. Ok, on continue. Ok, là, on a perdu en tout 800 grammes sur le mois. Mais c'est pas grave, on continue, on est dans le bien-être et tout. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est une personne qui a des résultats rapidement parce qu'elle arrive à se mettre dedans. Potentiellement, faire une pause si vraiment la fatigue accumulée est trop importante, s'il y a des événements. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en mesure de gérer les événements imprévus. Si jamais vous avez des événements imprévus, j'en sais rien, moi, le décès d'un proche, une rupture, etc. Si vous avez perdu que 2 kilos en 3 mois, en fait, ces 2 kilos, vous allez les reprendre directement. Alors que si vous perdez, j'en sais rien, 8 kilos en 8 semaines, si vous reprenez 10 kilos parce qu'il y a un événement incongru qui arrive, c'est pas dramatique non plus. Ensuite, vous pouvez vous remettre dans le plan. On va dire qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place justement pour que ce soit le cas. Et à ce moment-là, du coup, on peut se permettre de continuer le déficit après cette courte pause. Donc moi, ce que je mets en place, c'est des diet breaks. Donc des diet breaks, c'est quoi? C'est tout simplement une phase où vous allez cut votre déficit, ou je peux aussi le faire en prise de masse. Je le fais moins en prise de masse, mais je le fais aussi. Donc vous cuttez votre déficit, vous cuttez votre prise de masse, vous revenez en phase de maintenance. Donc
pour le déficit, l'objectif, c'est quoi? C'est limiter la fatigue, d'accord? Donc, en gros, vous revenez en base de maintenance calorique, hein. Moi, maintenant, j'arrive à le faire à vue d'œil, mais c'est hyper simple. Il y a un calcul à faire. Voilà, c'est un calcul à faire. Je connais même plus la formule exactement, mais c'est hyper facile et vous prenez en compte aussi votre dépense à côté. Donc, moi, j'aime remonter les calories. Si vraiment il y a énormément de dépenses, je la diminue un petit peu, mais sinon, j'aime la laisser fixe quand même parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'adaptation de métabolisme. Ok, il faut savoir que, petit truc culture, pour chaque kilo de muscle, je crois que vous gagnez 4 calories de dépenses. Ouais, c'est ça, 4 calories. Donc en fait, ça voudrait dire que si vous prenez 10 kilos de muscle, vous avez gagné 40 calories de dépenses. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus si c'est 4 ou 40. Mais bref, dans tous les cas, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Bon, c'est quand même x10 par rapport à ce que je dis. Donc c'est. Non, je crois que c'est 4. Ouais, c'est 4 calories. Donc c'est que dalle, hein. C'est vraiment que dalle. Il faut vraiment se le dire. Donc c'est vraiment minime. Et vous n'avez pas justement le corps qui ralentit, qui arrête de dépenser. Non, non, c'est juste vous qui vous dépensez moins. C'est tout. C'est tout. Alors certes, la thyroïde peut y jouer, ok, mais c'est... En fait, elle se met juste en mode un peu plus en veille. Donc c'est à vous aussi de vous activer, parce qu'en fait, c'est elle qui ralentit votre corps un petit peu, parce qu'elle vous rend plus feignant. Mais c'est à vous de vous activer. Donc, à ce niveau-là, j'aime bien du coup faire ce pullback, là, ce diet break, tout simplement pour, en déficit, vous permettre de prendre du temps justement pour récupérer, rien que musculairement, quand vous avez plus de calories, forcément, les muscles récupèrent mieux, le corps récupère mieux, l'humeur va mieux, le sommeil va mieux. Donc, il y a plusieurs justement manières de pouvoir le faire. Très souvent, je ne mets pas un diet break en place pour la fin, parce qu'en fait, ça ne changera rien. Même très souvent, d'ailleurs, je pense que mes clients pourront attester. Quand vous faites un diet break, vous avez plus de carbs, vous avez tendance à avoir plus faim, parce qu'on va dire que votre satiété, votre gréline, si je ne dis pas de bêtises, est beaucoup plus sollicitée. Je ne sais plus si c'est la gréline ou la leptine. Bref, en gros, votre satiété est beaucoup plus stimulée. Donc forcément, c'est un peu plus complexe. Voilà, parce que c'est un rapport justement avec les carbs. Mais du coup, très souvent, vous aurez beaucoup plus faim que si justement vous étiez en déficit, ce qui est normal. Par contre, en termes de récupération, en termes de performance, on aura une nette amélioration. Très souvent, ça dure une semaine. J'aime bien le faire une semaine parce qu'au moins, je ne perds pas trop de temps. Ok, vu que je suis en maintenance calorique, je ne reprends pas de gras. Je viens juste re-remplir les stocks de glycogène parce que les stocks de glycogène se re-remplissent même si on est en maintenance. Voilà, petit point supplémentaire. Et je ne viens pas forcément bouger mes sources de lipides qui sont très souvent, je ne les change jamais. Même en prise de masse ou en période de sèche, je ne les change pas. J'essaye d'avoir justement mes sources de lipides que j'aime, qui sont utiles pour le corps, d'accord? Parce que c'est pas avec votre bœuf 20% et vos graisses full saturées que vous allez réussir à faire quelque chose d'intéressant. D'accord? Je tiens quand même à le préciser. On utilise certaines graisses de manière plus intéressante que d'autres. Voilà. Donc, je ne les change pas, c'est sur cela. Les sources de protéines, je peux les varier. Très souvent, je peux les augmenter un petit peu lors d'un déficit, mais lors de cette phase de diet break, tout simplement, je ne les change pas. Ensuite, à partir de ça, du coup, je viens faire cette pause, ça peut durer 1 à 2 semaines. Potentiellement, j'aime bien faire un petit déload aussi pendant cette période-là pour vraiment laisser le corps récupérer. Ok. Donc, en termes de déload, je fais un déload et un dévolume en même temps. C'est un truc que j'aime bien. Donc, diminution de l'intensité et diminution du volume d'entraînement. Voilà. Et ensuite, du coup, dans une période de prise de masse, ce sera vraiment si la digestion est mise à rude épreuve. Voilà, c'est exclusivement pour ça que je fais, ou que la personne, on sait rien, moi, par voyager, par faire ci, etc. Voilà, pour raison personnelle, je mets en diet break parce que c'est plus facile d'avoir potentiellement soit moins de repas à suivre en prise de masse, soit tout simplement la digestion qui est en PLS. Donc voilà. Ensuite, je reprends le déficit, donc là je parlais du déficit, donc je reprends le déficit et en fait je fais ça ad vitam aeternam jusqu'à ce que j'atteigne tout simplement le physique qui me plaît. Quand j'ai le physique qui me plaît, pour un an on va se situer aux alentours de 11-12%. En fait, j'aime bien les abdos apparents, quelques veines sur le
sur les épaules, sur les bras, le bas du dos qui est bien décapé quand même, avec potentiellement certaines insertions qu'on voit. Au niveau des cuisses, pareil, bon, ça dépendra aussi grandement, malheureusement, de la masse musculaire de la personne. Ça, il faut s'en rendre compte. Mais on va dire que l'un des points principaux qu'on veut chez les hommes, c'est les abdos. Okay. Ensuite, par rapport du coup aux femmes, ça va être potentiellement un petit peu aussi sangle abdominale beaucoup plus apparente, donc les traits sur les côtés des abdominaux qui séparent justement le grand droit. Et ensuite, tout simplement, ce sera aussi des cuisses un petit peu plus dessinées, un fessier un peu plus dessiné. Très souvent, les femmes aussi, un petit peu un point nez qui me fait rire, auront tendance à dire je perds mes fesses, je ne comprends pas, c'est quoi cette prog, je perds tout mon physique, je perds mon fessier. Ah, c'est parce que très souvent, en fait, vous stockez juste dans les fesses. Du coup, en fait, forcément, habillé, vous avez l'impression d'avoir un gros fessier, mais lorsque vous êtes tout simplement en sous-vêtements, vos fesses ne ressemblent plus à ce qu'elles sont lorsqu'elles sont habillées, parce que c'est normal, c'est du gras, et le gras, c'est pas quelque chose de dur, c'est pas quelque chose de dense, enfin, ça tombe. Donc forcément, vous avez l'impression de perdre votre fessier, mais c'est juste que vous perdez du gras. Donc voilà, il faut vraiment se le dire. Ça, c'est très important. Donc, c'est tout pour la période de sèche, du coup. Donc, que ce soit en accord avec vos objectifs, on reviendra vraiment là-dessus, c'est en accord avec vos objectifs, ok. Ne soyez pas trop dur avec vous-même au début, soyez de plus en plus exigeant potentiellement avec vous-même dans le temps, et réfléchissez bien réellement, enfin, franchement, mettez-vous un petit coup de ceinture par moment, arrêtez de vous satisfaire du strict minimum, quitte à faire quelque chose de dur, autant que le faire avec envie, avec ambition, et voilà, c'est comme quand on passe 1 heure sur les téléphones, des fois, il faut juste se dire, ok, vas-y, tu prends ton téléphone, tu le poses, et puis tu vas faire ce que tu dois faire, ou lorsqu'on a une tâche justement qu'on a envie de repousser au lendemain, allez, tu prends tes coups, et puis tu vas. Au bout d'un moment, il faut juste faire les choses, il faut arrêter de les repousser. Je pense que c'est par moment un truc que tout le monde devrait faire, et moi aussi. Donc voilà, la preuve en est, c'est pour ça que j'ai loué ce local-là, pour me forcer à faire tout simplement des podcasts. Et au moins, je sais que je les ferai et j'arrêterai de repousser le truc. Donc là, pour la partie déficit. Ensuite, après, ce qui est bien, c'est que vous avez du coup votre physique qui est beaucoup plus sec. Donc, vous voyez un petit peu plus vos définitions. Vous voyez un petit peu plus les retards que vous pouvez avoir. Très souvent, on peut observer les mêmes retards. C'est-à-dire que vous avez des gens qui manquent énormément de chaîne postérieure, donc ischio, fessier. Vous avez des gens qui manquent soit énormément de chest, soit énormément de dos. Et en fait, on n'a pas les mêmes retards. C'est rare d'avoir un physique très complet, à moins que vous ayez vraiment justement plusieurs années potentiellement de musculation. Et plusieurs années, quand je dis plusieurs années, c'est bien 5-6 ans. Hein, voilà. Bon, il faut savoir que j'ai fait, je crois, mon premier déficit, je devais avoir 6 ans de musculation. Donc voilà, c'est là où j'ai compris justement que j'avais quand même pas mal de retard à certains endroits. Pourtant, je m'entraînais depuis un petit moment, mais je m'entraînais juste pas très très bien. Et c'est là où aussi, je trouve ça très important d'avoir un coach, parce que j'ai beaucoup plus progressé personnellement quand j'ai voulu me lancer en tant que coach, donc quand j'ai commencé à me former, etc., parce que je voulais être coach forcément, que tout simplement quand je m'en battais les couilles, je faisais juste les trucs que j'avais envie. Même si j'avais un programme structuré, si je ne m'étais pas renseigné comme ce que je l'ai fait, j'aurais pas mon physique qui aurait autant évolué. Et forcément, quand c'est pas le boulot que vous voulez faire et que vous voulez pas forcément vous renseigner, un coach, c'est vraiment un gain de temps de malade. C'est vraiment un gain de temps de malade. Et moi, d'ailleurs, j'ai pris un coach que bien plus tard. Après, c'était pour des compétitions, donc c'est objectif qui est différent. Mais je me le suis dit, quand j'ai pris un coach, j'aurais préféré en prendre un étant plus jeune. Voilà, j'aurais préféré en prendre un étant plus jeune, même si j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Ça aide vraiment à gagner énormément de temps, et j'aurai sûrement le physique que j'ai à l'heure actuelle, peut-être 3-4 ans auparavant. Voilà. Après, avec les si, on peut refaire le monde. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je trouve qui est très important. Et à partir de ça, du coup, vous construisez votre programme. Donc là, vous avez déjà votre base de programme, mais changez-la. Changez-la, restez pas sur les mêmes trainings. Vous savez vous entraîner un peu plus, vu que forcément, pendant votre déficit, vous vous êtes dit, voilà, il faut s'entraîner dur quand même, vous avez progressé sur votre training, et en plus, au-delà de ça, vous allez rajouter des calories là. Donc,
Faites pas ça étape par étape. À partir du moment où vous avez fini votre déficit, par contre, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est revenez à votre maintenance dès le début, ok? Et potentiellement, vous attendez 1 à 2 semaines, vous voyez un petit peu comment ça évolue, puis vous augmentez vos calories. Là, par contre, allez-y par palier progressif. Autant la perte de gras, je suis pour la perte de gras rapide, autant pour le surplus, je suis pour le surplus le plus longtemps possible. Ça vous évitera justement de devoir passer par ces pertes de gras qui, indirectement, on va le dire, vous font perdre du temps sur votre prise de muscle, ok? Donc, plus vous pousserez longtemps votre prise de masse, plus vous aurez de gains. Voilà, pendant du long terme. La viande, elle a besoin de se faire, vous avez besoin de stabiliser vos charges, votre corps, il a besoin de comprendre. Là, je vous parle, c'est uniquement de la grosse science, hein. Mais votre corps a besoin, je vais essayer de vous imaginer, a besoin de comprendre tout simplement qu'il voilà, il a fait de la viande et qu'il a besoin de la garder. Que cette viande-là n'est pas quelque chose d'éphémère dont il n'a pas besoin, d'accord, dont il doit se débarrasser rapidement, mais que ce sont bien des structures qui font partie de son ensemble et qu'il a besoin justement de les conserver. Donc voilà, pas que ce soit quelque chose justement, hop, j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est très important. Et du coup, ce que je vous dirais, c'est refaites votre structure d'entraînement. Je partirai quand même sur un volume qui soit un peu plus bas au début parce que forcément, vous êtes fatigué, même si l'énergie revient. Ça, c'est un truc d'ailleurs qui est très important. Faites attention dans cette phase-là parce que vous avez l'énergie qui revient, mais votre corps est toujours inflammé, toujours fatigué. Donc potentiellement, allez-y tranquille sur les 2 à 4 premières semaines et ensuite, vous pourrez justement effectuer votre surcharge. Et ça c'est un des points aussi qui est très important, même si on pense qu'on en veut, la surcharge progressive est très importante. Mais la surcharge progressive, c'est un point crucial, se fait via différentes manières. Le but d'une surcharge progressive, c'est quoi? C'est d'augmenter tout simplement son tonnage sur un groupe musculaire. Moi, personnellement, j'aime calculer le nombre de séries que j'ai pour un groupe musculaire, mais on va le quantifier différemment. Imaginons que vous avez 1 tonne de travail sur vos bras à une certaine semaine, donc sur vos biceps, ce qui est énorme. Allez, on va dire 1 tonne de travail sur votre grand dorsal sur la semaine. Comment vous pouvez augmenter ça? Déjà, via vos séries. Forcément, si vous chargez 100 kg sur un rowing, bon, on va pas dire sur un rowing, sur un tirage vertical en prise neutre, vous chargez 100 kg. Si vous faites 10 répétitions, forcément, du coup, ça vous rajoute 1 tonne en fait. Je suis trop con. Donc, on va dire 10 tonnes. Voilà, on va dire 10 tonnes. Moi, ce sera plus facile. On va dire que vous avez 10 tonnes de travail sur votre grand dorsal par semaine. Si vous augmentez, du coup, tout simplement de 1 répétition, ça fait 100 kg en plus. Donc, vous avez 10 tonnes et 100 kg. OK? Donc, ça fait une répétition en plus. Donc, le tonnage augmente. Si par contre, vous mettez 110 kg à la base de 100 kg et vous faites quand même 10 répétitions, du coup, 10 fois 110, ça fait 1 tonne 1. 1 tonne et 100 kg. Du coup, vous êtes à 11 tonnes 1. 11 tonnes et 100 kg. Donc, vous avez augmenté aussi votre tonnage. Vous voyez un petit peu le truc? Donc, au final, vous avez augmenté votre nombre de répétitions, ça augmente le tonnage. Vous avez augmenté votre charge, ça augmente le tonnage. Mais il y a une autre manière d'augmenter son tonnage, c'est augmenter votre série, le nombre de séries. Et là, vous avez le tonnage qui augmente encore plus parce que tout simplement, au lieu d'avoir potentiellement 2 séries où vous êtes à 100 kg, vous faites 10 répétitions à 100 kg sur les 2 séries, donc on a 2 tonnes sur 2 séries, et vous rajoutez une 3e série, pareil, avec 10 répétitions à 100 kg, ça nous fait une autre tonne, donc en fait on a 3 tonnes à la place de 2. Donc en fait, c'est une autre manière d'augmenter, de faire sa surcharge, tout simplement, c'est de rajouter du volume. Et c'est un truc d'ailleurs que je vous conseille, c'est potentiellement si vous n'avez pas une très très bonne technique, que vous êtes vraiment débutant, commencez peut-être avec un volume un peu plus élevé, parce que vous saurez pas mal l'intensité qu'il faut aussi dans vos séries. Et du coup, le volume, parce qu'on parle aussi de volume effectif, vu qu'on parle des 4-5 dernières répétitions avant l'échec, bon, allez, on va dire, je vais me faire taper sur les doigts par les personnes qui ne sont pas science-based. On va dire que c'est les 3 dernières répétitions qui sont les plus importantes, les 2-3 dernières répétitions. Mais si vous ne les atteignez pas, si vous arrêtez à 3 répétitions avant l'échec, et que en fait vous ne le savez pas parce que pour vous, vous allez à l'échec, forcément, le volume effectif, parce qu'on parle, même si le volume avant est aussi important, on va dire que le volume effectif, c'est celui qui se rapproche vraiment de l'échec d'une série.
ce volume effectif-là ne sera pas très important. Par contre, si vous faites ça sur 3 séries à la place de 2, potentiellement, déjà, vous aurez 1 à 2 reps effectives qui sera prise en compte en plus. Et au-delà de ça, pour pouvoir maîtriser un mouvement et pour pouvoir bien recruter un groupe musculaire, beaucoup de personnes ont tendance à penser que justement, il faut faire moins de volume pour pouvoir justement réussir à bien récupérer, etc. Et bien moi, je vous dirais que c'est l'inverse. Je vous dirais que plus vous répétez votre série, plus vous comprenez comment le mouvement marche, que votre corps arrive à se coordonner intramusculairement, donc surtout parce qu'on souhaite justement en musculation stimuler un groupe musculaire principal, plus votre connexion intramusculaire sera importante. Intra, du coup, c'est un groupe muscle. Inter, c'est entre les muscles. Plus votre connexion, du coup, intramusculaire sera importante. Et bien, tout simplement, plus vous réussirez, du coup, à recruter vos unités motrices et plus, du coup, ce groupe musculaire-là arrive à se contracter et s'étirer lors de votre exercice. Ce sera, du coup, le groupe musculaire qui sera à l'échec sur cet exercice-là. Et bien, tout simplement, pour réussir à faire ça, il faut juste faire plus de volume. D'accord? Il faut répéter. Et ça, c'est un truc que j'aime bien donner comme exemple, justement, aux gens qui ont du mal à comprendre un petit peu comment fonctionne la musculation. Ben, c'est comme tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui jongle, il n'a pas appris ça inné. Bon, il y a des gens qui ont des facilités. Je vais prendre certaines personnes, justement, qui ont une épigénétique plus développée pour la musculation que d'autres personnes. Ce sont, par exemple, les personnes qui ont fait de la gymnastique, qui ont une capacité de coordination qui est bien meilleure que 99% de la population. Et bien tout simplement, ces gens-là, du coup, ils ont une capacité à coordonner leur groupe musculaire et du coup, forcément, à développer plus facilement leurs muscles qu'une personne lambda qui, comme moi, n'est pas faite de gymnastique. Et d'ailleurs, vous le verrez, ces gens-là, très souvent, ils ont des très gros physiques. Mais au-delà de ça, du coup, on repart sur autre chose. Ce que je disais, c'est répéter. Répéter un mouvement. Vous n'avez jamais vu, du coup, quelqu'un jongler, apprendre à jongler d'un seul coup. Il a répété. Comme quelqu'un qui a construit un business, c'est excessivement rare les gens qui réussissent du premier coup ou qui réussissent très rapidement. Et très souvent, ces gens-là, moi je les appelle des étincelles parce qu'en fait, elles vont briller très très fort et derrière, ensuite, quand ils vont essayer de continuer, ils vont se planter. Ils vont se planter encore plus fort que des personnes du coup qui, tout simplement, ont mis du temps, ont fait des erreurs, ont fait des échecs. Ok ? Et c'est pour ça que du coup, votre première, on en revient un petit peu sur la sèche, votre première sèche ne sera peut-être pas la meilleure. Parce que vous allez vous planter, vous allez faire de la merde, vous allez faire n'importe quoi. Votre premier programme ne sera peut-être pas le meilleur. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de le faire. Et à partir du moment où vous le ferez, vous répéterez les trucs, ce sera beaucoup plus facile. On part un petit peu sur le niveau d'athlète. Votre première prep ne sera pas la meilleure. Il y aura plein de choses que vous pourrez améliorer. Peut-être que ce soit votre sommeil, peut-être que ce soit votre humeur, peut-être que ce soit votre rapport à la bouffe. Et c'est à force de faire qu'en fait, ce sera plus facile. C'est comme ça. C'est à force de faire qu'on devient meilleur. Et c'est dans tout. Dans tout, c'est pareil avec les clients, c'est pareil avec ce que je vous ai dit là. C'est parce que tout ce que je vous dis, c'est certes des connaissances que j'ai apprises, mais c'est aussi parce que je l'ai pratiqué et que je l'ai mis en place. Et je me suis foiré un nombre de fois inimaginable. Voilà, j'ai fait de la merde et j'en fais encore. Mais c'est grâce à ça, c'est dans la répétition justement qu'on devient meilleur. Et c'est la même chose pour la musculation. C'est dans la répétition, c'est dans le fait de répéter, dans le fait d'avoir plus de volume potentiellement, que vous allez être meilleur et que votre groupe musculaire va progresser. Et là où certaines personnes commenceraient du coup en se disant « ouais, non, faut que mon groupe musculaire récupère mieux, faut que si », et bien moi je pense l'inverse, c'est-à-dire que si ton groupe musculaire est faible, c'est que tu ne l'as pas assez entraîné. Donc entraîne le plus. Voilà, entraîne le plus, travaille le plus. Si jamais vraiment tu as du mal à récupérer sur un seul training, fais plus de fréquences. Ok, mais entraîne le plus et fais peut-être plus de répétitions parce que c'est là où on en revient à ce que je vous disais. Faire du 6-8 répétitions, c'est peut-être pas assez de répétitions pour votre groupe musculaire qui a du mal justement à encaisser et du coup à encaisser intramusculairement et du coup il va se connecter à d'autres muscles. Donc on aura du mal à solliciter le groupe musculaire là parce que je vais vous parler d'un concept qui est très important. Quand vous devez développer de la force dans un mouvement, ne vous inquiétez pas que votre muscle moteur, ce sera votre muscle le plus gros. Ce sera votre muscle le plus gros. Alors, ça dépendra aussi de votre technique, etc. Mais on va dire si
vous n'êtes pas une machine en technique, on va dire que c'est pas un mouvement, par exemple, comme le bench pour les power, où ils l'ont énormément travaillé. Vous utiliserez principalement votre groupe musculaire le plus fort et très souvent, ce sera le plus gros. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et donc, par exemple, lors d'un, on va dire quoi? Lors d'un tirage, si jamais vous avez un point fort bras, ce sera très souvent en lourd, vos bras qui prendront le relais sur votre grand dorsal. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, peut-être faire des séries plus longues, d'accord? Ajustez votre technique, ajustez votre mouvement, et peut-être que ce sera plus sympa. Donc là, après, là, c'est de la sélection d'exercices. Peut-être commencer par un pull-over, du coup. Voilà, mais tout ça, j'en avais déjà parlé dans certains réels, mais là, j'en reparle jusqu'où dans ce podcast-là. Au moins, ça vous intéresse un petit peu plus. Là, je suis rentré un peu plus dans le spécifique, alors qu'à la base, j'étais vraiment parti dans le large. Vous voyez, je suis parti vraiment du macro, je vous ai donné la base, et là, je suis rentré vraiment dans le truc. Donc, j'en aurais fini avec ce podcast, d'accord? Je vous ferai sûrement un autre podcast un peu plus axé, spécifique dans la diète, du coup, la nutrition, et du coup, potentiellement la mise en place du coup, d'un plan d'entraînement aussi un peu plus précis, d'accord? Avec certains tips que je pourrais vous donner. Là, je pense que je suis déjà rentré dans certains trucs, j'espère qu'ils sont compréhensibles et qui vous permettront justement de voir les choses différemment. Et en tout cas, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et bonne journée à tous.